Une variante intéressante de l'agressivité passive qui je trouve n'est pas du tout assez connue, c'est donc la positivité toxique qui est concrètement une agressivité passive inversée. C'est-à-dire qu'au lieu d'insinuer de la malveillance ou de l'animosité là où il n'y a le plus souvent que de l'inattention ou de la maladresse, la positivité toxique repose entièrement sur une injonction à la positivité qui sert en réalité à contraindre au silence un propos embarrassant ou à inverser des torts. Pour en illustrer le principe, imaginez un hippie de service qui, lorsque vous lui faites remarquer qu'arriver toujours les mains vides aux soirées c'est un peu abusé à la longue, va vous sortir « T'es trop négatif, man. Franchement, trop de mauvaises vibrations, quoi. Ça, c'est le capitalisme qui te monte à la tête. Le respect, il est dans le partage, man. » Évidemment, là, je caricature. Enfin, je prends un exemple caricatural, disons, mais cette positivité toxique est en fait omniprésente dans notre culture et pas juste dans les délires bobos de type New Age à base de cailloux magiques qui se cachent derrière l'excuse des mauvaises énergies pour se dispenser de répondre à toute question embarrassante. La religion chrétienne, par exemple, est championne de cette positivité toxique lorsqu'il s'agit d'énabler des comportements qui les arrangent ou de balayer sous le tapis des accusations gênantes. Le même prêtre qui la veille encore fulminait contre les pécheurs en leur promettant les tourments éternels de l'enfer, aussitôt après s'être fait prendre à piquer dans la caisse de l'église pour financer ses soirées de débauche dans le club de striptease local, va abondamment rappeler que le pardon est au cœur des valeurs chrétiennes, que Jésus tendait la joue gauche, et que de toute façon il s'est déjà excusé dans sa tête auprès du patron. À présent c'est entre lui et Dieu, ça concerne déjà plus la justice humaine. Donc vraiment, il faudrait être un mauvais chrétien pour déposer une plainte. Et d'ailleurs, il va prier pour que Jésus libère votre cœur de sa haine. Souvent, ça prend part à une forme de gaslighting qui consiste à nier aux autres un droit à exprimer des inquiétudes légitimes en prétextant que ça serait trop négatif. Typiquement, ça va être la personne dont un ami souffre par exemple d'une maladie sérieuse et qui, à chaque fois que cet ami va vouloir exprimer ses inquiétudes et angoisses, lui va rétorquer qu'il doit arrêter d'être aussi négatif, qu'il devrait aborder sa maladie comme une leçon de l'univers, que c'est son corps qui lui envoie un message. Et même qu'il y a une page Facebook qui dit qu'avoir des pensées négatives comme ça, c'est ça qui rend les gens malades en fait. Donc il faut qu'il arrête de lui en parler et qu'il fasse comme si tout allait bien à la place. C'est pour son bien. Réaction qui prétend superficiellement à de la positivité et de la bienveillance, mais qui en réalité véhicule une interdiction d'exprimer des angoisses et rechercher un soutien parfaitement légitime, juste parce que le narcissique préfère égoïstement s'épargner de penser à des choses qui pourraient miner son moral. Mais comme on ne peut pas dire à quelqu'un qui souffre « arrête de parler de tes problèmes, ça pourrit l'ambiance » sans passer à juste titre pour un nombriste colossal, et que le principe même du narcissisme empêche d'assumer un tel défaut, le narcissique va alors prétendre satisfaire ce dont il sait qui est attendu de lui dans cette situation, faire preuve de compassion et de bienveillance, mais comme toujours, il va le faire superficiellement, juste pour les apparences, en enjoignant l'autre à faire semblant que tout va bien pour balayer le problème sous le tapis, plutôt qu'en témoignant une réelle compassion et en proposant un soutien sincère. Notez en passant que c'est à la fois parce que c'est pour lui la solution la plus paresseuse d'adresser la situation, puisqu'au fond c'est juste une variante du fameux « Tu es triste ? Arrête !» mais aussi à la fois parce que, si on parle d'un narcissique de degré clinique, la superficialité c'est tout ce qu'il connaît. Il est, comme on l'a vu, conditionné à balayer ses véritables émotions sous le tapis et arborer un masque de réussite et de confiance parce qu'on lui a inculqué dès son enfance que les apparences sont la seule chose qui importe. Très communément aussi, cette positivité toxique prend la forme d'une injonction à la tolérance. Non pas envers des trucs pour lesquels il y a lieu de faire preuve de tolérance et d'acceptation, comme par exemple l'orientation sexuelle des gens, parce qu'occupez-vous de vos culs, pas de ceux des autres, mais bien envers des comportements toxiques, voire parfois criminels. C'est entre autres cette injonction qui va faire pression sur des victimes pour qu'elles pardonnent leur agresseur, prétendument pour leur propre bien, et souvent aussi dispenser l'agresseur, lui, d'avoir à assumer ses actes. C'est pas de sa faute, il a pas fait exprès, il le pensait pas vraiment, c'est un truc de mec ou de fille. Il faut que tu lui pardonnes, ne laisse pas la rancœur et l'amertume te dévorer, libère-toi de ce poids. Comme si c'est la victime qui serait en tort de ressentir de la colère envers son agresseur, bien plus que l'agresseur qui serait en tort de l'avoir agressé, pour qui il faudrait à l'inverse se montrer compréhensif. Ce discours vise l'immense majorité du temps à rétablir un statu quo, soit par simple enabling, parce que les gens n'aiment pas les situations de crise et préfèrent souvent balayer les problèmes sous le tapis pour que le quotidien reprenne son cours normal au plus vite, soit dans un but de manipulation, lorsqu'il y a une emprise à l'œuvre dont le narratif serait remis en cause par la situation. Par exemple, un charlatan dont le remède miracle ne semblerait pas tenir ses promesses pour guérir le cancer d'une de ses victimes,
qui utiliserait cette positivité toxique pour la gaslighter comme quoi c'est pas le remède miracle qui ne fonctionne pas, c'est la victime qui fait obstacle à sa propre guérison par sa négativité. Il faut qu'elle arrête de douter comme ça et qu'elle se persuade à la place, de manière orwellienne, que le traitement miracle fonctionne en fait super bien, de préférence en clamant haut et fort au maximum de gens possible, sinon elle va perdre son combat contre la maladie malgré le traitement miracle qui fonctionne forcément. Si son état continue de se dégrader malgré ça, c'est normal. C'est son corps qui expulse les toxines qui l'ont rendu malade. C'est donc très bon signe. Il faut qu'elle continue de croire et dire que le remède miracle fonctionne, même dans les pires moments, parce que finalement, c'est là que sa force est vraiment testée. Et si là encore ça ne suffit toujours pas, c'est qu'elle y a pas cru assez. C'est dommage, on lui avait pourtant bien dit que c'était important. Certes, elle prétendait y croire publiquement, elle a même donné des conférences et tout, mais au fond, on savait tous qu'elle faisait rien qu'à douter, cette hypocrite. Finalement, elle mérite bien son sort. C'est le genre de petites astuces sympathiques qui permettent à des gourous de profiter du biais du survivant, qui en l'occurrence porte très bien son nom, en appelant par exemple tous ceux qui ont eu recours à son remède miracle et qui sont encore en vie, à témoigner comme quoi le remède miracle a fonctionné pour eux et que c'est vraiment très miraculeux. En réalité, ceux-là auront soit guéri par rémission spontanée, ce qui arrive régulièrement pour toutes sortes de maladies, même très graves, soit ils ne seront tout simplement pas guéris, mais vont affirmer avec enthousiasme tout le bien que leur fait le remède miracle et à quel point ils sont convaincus qu'ils vont guérir à tout moment grâce à lui. Puisqu'on leur répète que prétendre que ça marche avec enthousiasme est une condition pour que ça marche, et qu'ils n'ont aucune envie de prendre des risques avec ça, parce que si ça ne marche pas, ça peut signifier mourir de leur cancer par exemple. Ce qui fait que même dans un scénario où il serait question de guérir une maladie fatale dans 95% des cas, et contre laquelle le remède miracle n'aurait bien sûr strictement aucun effet, eh bien il resterait que sur 1000 personnes convaincues par ce narratif, vous obtiendrez à terme une cinquantaine de personnes qui auront survécu à la maladie et qui seront intimement persuadées que c'est grâce au remède miracle. Parce que ça peut quand même pas être une coïncidence. Vous imaginez ? 95% de chances d'y rester. Tous les docteurs qui leur disaient qu'il ne leur restait au mieux que quelques mois à vivre, et eux qui ont appliqué le remède miracle, ils survivent quand même. La science ne peut pas expliquer ça. Bon, il se trouve que si, ça s'appelle les maths dans leur forme la plus basique. Sauf que ça, c'est pas évident de s'en rendre compte quand les 950 personnes pour qui le remède miracle n'a pas marché sont mortes, et donc ne risquent pas de venir contredire le témoignage des 50 chanceux qui ont survécu. Et puis si jamais un casse-pied venait pourrir l'ambiance en rappelant ce genre de détails, il suffirait de chier sur leur mémoire comme quoi tous ces gens n'étaient pas vraiment disposés à guérir. Ils étaient trop négatifs dans leur fort intérieur. La preuve, eux sont morts, alors que regardez comme ceux qui ont survécu sont joviales et enthousiastes vis-à-vis du traitement miracle. Ça peut pas être une coïncidence. C'est en ça que consiste la positivité toxique. Une injonction à la positivité qui se cache derrière des prétentions de bienveillance pour en réalité museler tout discours gênant pour le narratif ou simplement le confort de la personne qui l'emploie. Impossible dès lors de lui demander quelque effort que ce soit dans la relation, puisque par définition, cette demande lui générera un inconfort, or l'inconfort c'est désagréable, donc votre demande est déjà trop négative. Il en perçoit de mauvaises ondes et il faut vite que vous appreniez à apprécier la situation telle qu'elle est, plutôt que pourrir les énergies ambiantes avec votre négativité. D'ailleurs, vous verrez que si, au lieu de vous sentir mal par rapport à cette situation, vous vous forcez à vous sentir bien, invariablement votre mal-être sera résolu, ou alors c'est que vous vous êtes pas assez forcé. C'est bien la preuve qu'il a raison. Évidemment, c'est donc toujours les victimes qui font les frais de ce statu quo, et ça peut être particulièrement difficile quand il sert à balayer sous le tapis des violences psychologiques, sexuelles, voire physiques. Parce que non seulement elles n'obtiennent jamais justice et souvent voient leur agresseur continuer de sévir en toute impunité, mais en plus elles sont culpabilisées d'avoir perturbé le cours normal des affaires en essayant de dénoncer l'agression. À cause de ça, il y a un problème épineux à gérer et c'est vraiment pas bon pour les affaires. Donc elle fait chier cette victime. Elle pouvait pas juste prendre sur elle pour le bien de tous. Qu'est-ce qu'elle est égoïste. Vraiment ça se voit que ses chakras ne sont pas du tout alignés. Un vrai bordel karmique. C'est une double peine dont les survivants de relations toxiques et narcissiques sont très souvent victimes, y compris parfois auprès de thérapeutes ou pseudo-thérapeutes qui insistent sur un prétendu impératif de pardonner leur agresseur, comme quoi ce pardon serait une étape indispensable à se reconstruire. Mais non, absolument pas. Il faut arrêter avec ce mythe du pardon qui libère qui sert uniquement à museler les victimes. Ce qui importe pour se reconstruire, c'est que la victime arrive à tourner la page et envisager l'avenir avec optimisme. Ça passe justement par la conviction que son agresseur est mis hors d'état de nuire et que ceux dont elle a été victime est pris au sérieux par son environnement social. Il n'y a aucunement besoin de pardonner leur agresseur pour ça. Le pardonner ou pas, c'est un choix intime qui ne regarde que la victime en son fort intérieur,
Et surtout, il y a des actes et des comportements qui ne méritent tout simplement pas le pardon, et dont il serait parfaitement légitime aux victimes d'exprimer du ressentiment envers leur auteur jusqu'à leur dernier souffle. Ça ne revient pas à dire que ces agresseurs ne doivent bénéficier d'aucune clémence de personne et mériteraient la peine de mort systématique, par exemple. On parle pas de la sanction judiciaire là. On parle simplement d'être pardonnés par les victimes de leurs actes, indépendamment de la condamnation judiciaire qu'ils prennent, ou d'ailleurs ne prennent pas. Un type qui aurait détruit une famille entière parce qu'il a décidé de conduire en excès de vitesse de nuit bourré et shooté à la coke, il mérite sans doute de sortir de prison un jour, si tant est qu'il soit seulement condamné, mais il ne méritera jamais d'être pardonné par ses victimes et leurs proches, parce qu'il leur aura causé des torts qu'aucune peine de prison ne pourra jamais racheter. Ils seront donc parfaitement légitimes à éprouver de la rancœur envers lui jusqu'à la fin de leur jour. Exiger d'eux qu'ils prétendent le contraire pour balayer l'affaire sous le tapis et pouvoir revenir à un statu quo, ça serait rien d'autre qu'ajouter l'insulte à l'injure. Cette positivité toxique est, comme vous l'aurez compris, un vecteur majeur d'enabling, c'est-à-dire de facilitation à commettre ou reproduire des actes nocifs envers des personnes ou des groupes de personnes. Et si vous ne l'aviez pas spontanément compris, ne vous inquiétez pas, on reparlera de l'enabling en détail plus tard. Elle contribue à les maintenir captives dans ces relations en renforçant leur sentiment de culpabilité. Ça ne serait pas qu'elles sont victimes d'abus et devraient trouver de l'aide pour rompre la relation, c'est qu'elles seraient trop négatives et qu'elles devraient apprendre à supporter docilement ce qui est minimisé comme de simples difficultés propres à la vie de couple, aux relations professionnelles ou encore aux liens familiaux. Souvent ça s'exprime au travers de poncifs comme « les mariages sont difficiles, ne prends pas de décisions précipitées que tu pourrais regretter » ou bien « c'est un patron très dur, mais c'est parce qu'il est exigeant, il te pousse à te dépasser, tu en seras reconnaissant plus tard » ou encore « il reste ton cousin quoi qu'il fasse, la famille c'est sacré, il faut que tu lui pardonnes ». La positivité toxique est donc un outil de choix dans le contrôle de l'équilibre, ou plutôt du déséquilibre d'une relation toxique. Comme on le verra, tout au long de la phase de rejet, le narcissique va constamment grignoter du terrain pour satisfaire toujours plus ses intérêts personnels au détriment de celui de ses victimes. Ce qui va certes lui permettre de satisfaire toujours plus ses intérêts égoïstes, mais va aussi inévitablement l'exposer chroniquement à de la rébellion, de la critique, de la désapprobation ou encore de la lassitude, telles que des revendications à une plus grande équité, un refus de céder à leurs caprices, ou encore une critique de leur narratif auprès des autres membres de son groupe. Cette technique est donc un moyen idéal d'avorter dans l'œuf ces embryons de révolte en évoquant la négativité pour balayer sous le tapis toute discussion embarrassante, tout en maintenant en façade une prétention de bienveillance et de compassion. Mais c'est aussi une technique qui a pour faiblesse d'assez vite atteindre ses limites. Certes, dans un premier temps, elle sera très efficace pour gaslighter les victimes en les persuadant que ça n'est pas la relation qui est abusive, c'est juste elles qui sont trop négatives. Mais il reste que c'est bien la relation qui est abusive et que prétendre l'inverse ne fera jamais illusion éternellement. Tôt ou tard, la relation sera dès lors marquée par des tensions plus vives, du genre qui n'accepteront plus l'alignement des chakras comme motif valable à préserver un statu quo, et il faudra alors que le narcissique trouve un autre moyen de retourner le narratif à son avantage. Et puisque cette positivité toxique a l'avantage de feindre la bienveillance et l'innocence, elle permet alors au narcissique d'embrayer avec une facilité déconcertante sur une autre technique phare que maîtrise toujours habilement tout manipulateur digne de ce nom, la victimisation.